d'animer cette 62e session. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, donc on commence toujours dans les temps. On a 30 minutes de session, donc on se donne tous les samedis 30 minutes de session pour parler de numérique. Donc on prend un sujet dans le cadre du mois de la cybersécurité. Tous les samedis du mois d'octobre étaient des sujets liés à la cybersécurité. On en fait déjà d'autres aussi en dehors du mois de la cybersécurité. Le mois prochain, typiquement, on parlera d'analyse de données, data scientist. Ce samedi, pardon, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, très très heureux de recevoir Mohamed pour parler de conformité et de sécurisation des données bancaires. Donc, la session d'aujourd'hui va s'articuler autour de trois principaux axes. On parlera de la norme PCI-DSS, bien évidemment, des besoins de sécurisation de ces données bancaires. On verra ensemble comment est-ce qu'on met en œuvre les exigences PCI-DSS et on parlera d'audit et de maintien de conformité PCI-DSS. Et en fin de session, donc s'il veut bien, il parlera aussi de ses activités et voir comment est-ce qu'on peut collaborer avec lui. Parce que l'objectif aussi de Cybercafé, je rappelle, qui est ce média dédié aux professionnels et passionnés du numérique. L'idée, c'est échanger, surtout créer des axes de réflexion. Donc, vous aurez la possibilité tout à l'heure d'intervenir. Vous avez juste à lever la main. Vous avez un petit bouton en bas pour lever la main, prendre la parole, poser vos questions à notre speaker et partager aussi vos expériences. Est-ce que tu m'entends, Mohamed? Mohamed, pardon. Oui, bonjour Amadou, donc bonjour à tous. Euh, Comme tu l'as si bien dit, donc j'ai un petit souci de santé, mais c'est toujours un plaisir de te retrouver et de pouvoir échanger et de parler de cybersécurité, de PCI DSS, de conformité avec, avec toutes les personnes présentes ici. Et j'espère que on va en apprendre aussi bien que moi. Donc, par rapport à tout ce qui est conformité PCI DSS et comment la mettre en œuvre de manière adéquate. D'accord. Bah, merci, plaisir, partage dans tous les cas, comme je l'ai dit. Est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement à la fois ton parcours de formation et de carrière? Oui, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est ingénieur en cybersécurité de base. En fait, durant tout mon cursus scolaire, je n'ai eu qu'à faire de la cybersécurité de la première à la cinquième année. Donc, après, je me suis spécialisé aujourd'hui en sécurisation des systèmes d'information et monétique. En fait, j'ai eu à commencer ma carrière professionnelle au niveau de la douane sénégalaise, où j'occupais le poste de responsable de l'équipe des pentests. Donc, j'ai commencé en tant que pentester. Donc, j'étais tenu de faire les audits de la plateforme de dédouanement du Sénégal, à savoir le système Gaïdé. Donc, j'ai eu à faire les audits, j'ai eu à gérer des équipes par rapport à ça. Donc, après, j'ai eu à faire des certifications purement hacking, ethical hacking, telles que le CEH, l'OSCP. Et aussi, après, j'ai eu à un peu changer de vision parce que je me suis dit que c'est bien d'avoir une vue globale, de maîtriser la sécurité d'un point de vue technique. Mais après, je me suis beaucoup plus orienté dans le management. Donc, j'ai eu à aujourd'hui effectuer des audits. J'ai pu changer d'entreprise entre-temps. J'ai pu rejoindre une structure qui venait de commencer à l'époque, qui s'appelait CCDOC. Et c'est là-bas où j'ai eu à énormément appréhender l'audit de manière purement organisationnelle. Donc après, j'ai eu à les accompagner. J'ai initié le processus d'accréditation en tant que QSA. Donc j'ai piloté le processus aussi de certification de la structure sur les termes ISO 27001 et 9001. Et aussi, en termes de certification, j'en ai passé pas mal. Donc, j'en ai une vingtaine, donc, dont les plus connus sont peut-être le QSC, le CISSP, le CISA, le CISM, donc l'OSCP. Je suis aussi formateur, donc, sur les certifications telles que les certifications ISO. Et aussi, je forme sur le CISSP et les certifications ISACA. Donc, de manière très ramassée, voici à peu près mon parcours que j'ai eu à faire en termes de cybersécurité. D'accord. Bah, merci et bravo pour ce parcours hein, et pour ces certifications qui sont
somme toute utile pour pouvoir exercer, surtout dans le domaine de PCI DSS. Pour revenir effectivement sur l'axe 1, donc comprendre la norme PCI DSS, mais avant ça, quels sont aujourd'hui les principaux risques qui pèsent sur les données bancaires dans le contexte numérique actuel? Oui, aujourd'hui, il faudrait savoir que avec les données de carte, donc ce sont des données qui sont très prisées parce qu'on parle de finance, on parle d'argent. Donc c'est une chose qui est très prisée dans le monde actuel. Donc par rapport au risque, on a le vol de données, donc qui peut se faire par piratage. On a très souvent aussi des attaques de type phishing qui se font. On a aussi des logiciels malveillants qui peuvent être utilisés et on a des ransomware. Donc, cette prolifération de ces menaces-là, aujourd'hui, expose les données de carte à des risques de fraude qui peuvent aller de la perte financière à la violation de la vie privée des clients. Parce qu'il faudrait savoir qu'au niveau de la carte, on a des données qui peuvent être qualifiées de données personnelles. Donc, par rapport aujourd'hui à ces risques-là, sont les risques qui sont les plus connus et qui affectent beaucoup plus les données de carte. Donc, d'où la raison d'où la nécessité de mettre en œuvre des mesures qui permettent de protéger ces données-là, quel que soit leurs états. D'accord, ah bah, merci, merci. Effectivement, donc tu as parlé des différents risques qui pèsent sur les données bancaires. Donc, quel est le rôle de standard PCI DSS dans dans cette sécurisation des données? Et pourquoi, globalement, pourquoi est-ce que c'est essentiel de faire du PCI? Déjà, qu'est-ce que le PCI? Et PCI DSS, pourquoi est-ce que c'est essentiel de faire de la protection des données bancaires? Effectivement. En fait, il faudrait savoir que la norme PCI-DSS, c'est une norme qui a été créée par les marques de paiement. À travers les marques de paiement, on fait allusion à Visa, à Mastercard, à American Express, à GCB, à Discover. Et actuellement, il y a d'autres qui se sont greffés, tels que UnionPay. Donc, du coup, aujourd'hui, cette norme-là, elle a été conçue pour protéger aujourd'hui les informations de données de carte. Donc, elle est essentielle pour la sécurité stricte et pour permettre de réduire les pour permettre de réduire les risques qui pèsent sur ces cartes-là. Ouais. Donc aujourd'hui, avec la norme PCI DSS, on a plusieurs choses qui sont là. C'est pas juste quelque chose qui est technologique, comme le pensent la plupart des gens, mais ça allie la technologie, ça allie les procédures et ça allie les ressources humaines. Donc ce sont ces trois aspects combinés-là que la norme va utiliser pour aujourd'hui permettre une protection adéquate des données de carte. Donc aujourd'hui, PCI DSS, qui veut dire Payment Card Industry Data Security Standard, c'est une norme que les gens doivent mettre en place pour assurer une sécurité adéquate de ces données-là et permettre surtout que les données cartes ne puissent pas être violées. Peut-être après, on va venir sur le fait des pénalités, des impacts que cela peut avoir et pourquoi aujourd'hui il y a une nuance très importante entre le PCI DSS parce qu'il y a des gens qui disent que est-ce que c'est de l'assessment ou c'est de l'audit. Peut-être après ça, on va dire Ouais, après. effectivement, on reviendra là-dessus, on reviendra sur la partie audit, effectivement. Mais quelles sont les principales exigences de la norme PCI DSS pour les entreprises? En fait, De manière macro, quelles sont les principales exigences de la norme PCI DSS? oui, en fait, les exigences PCI DSS sont divisées je peux dire, en deux phases. On a ce qu'on appelle les exigences PCI DSS, on a ce qu'on appelle les exigences spécifiques. Donc, il y a les buts, mais aussi on a comment dirais-je, on a les exigences spécifiques. Donc, par rapport aujourd'hui aux buts, ils sont au nombre de 6. Donc, ce sont les objectifs que cherche à gérer la norme PCI DSS. Donc, par rapport à ces objectifs-là, on a le fait de protéger les données, comme je l'ai dit, quelle que soit la situation. Donc, pour l'effectuer, on a le fait de créer et de maintenir un réseau et des systèmes sécurisés. On doit protéger les données quand elles sont stockées et transmises. On a un programme de gestion des vulnérabilités. On a le fait de mettre en œuvre des mesures de contrôle d'accès qui sont robustes et adéquates. On doit surveiller et tester régulièrement
nos réseaux qui sont considérés comme faisant partie du périmètre. Et surtout, on doit avoir une politique de sécurité des informations. Donc, ça sont les 6 gros objectifs qu'on a répertoriés en 12 exigences spécifiques. Donc, la première, c'est le fait d'avoir des mesures de sécurité du réseau, d'appliquer des configurations qui sont sécurisées, qui vont concerner tous les composants du système. On a le fait de protéger les données de carte quand elles sont stockées et quand elles sont transmises. Donc, quand elles sont transmises, on te dit que la protection doit être effectuée si on utilise la transmission via des réseaux publics ouverts, tels que Internet et autres. Donc, des fois, il y a des gens qui utilisent d'autres types de réseaux et qui ne sont pas concernés par cette exigence-là. On a le fait de protéger les systèmes contre les malwares et surtout de développer et de maintenir des systèmes et des logiciels sécurisés. Par rapport à cet aspect-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça concerne juste la partie développement en tant que tel des applications, mais ça concerne aussi le fait de maintenir et aussi de savoir comment gérer son parc informatique, à savoir utiliser une procédure de gestion des changements, le fait de tester les changements avant qu'elles ne soient appliquées, de prévoir une procédure de rollback et aussi surtout de documenter tous les changements. Aussi, ça concerne le fait de pouvoir avoir un parc informatique, si on peut le dire ainsi, qui est vraiment sécurisé. On a aussi une autre exigence qui va traiter de l'accès aux composants des systèmes. Donc, c'est là-bas où on va gérer tout ce qui est identifiant, tout ce qui est contrôle d'accès. Est-ce que la personne a les autorisations nécessaires pour pouvoir accéder à un composant système? Quels sont les privilèges? Comment la gestion des privilèges se fait? On a aussi le fait d'identifier les utilisateurs et les s'authentifier. Là, on a tout ce qu'on a par rapport à la politique de mot de passe, euh, comment les authentifications sont gérées, est-ce que l'authentification multifactorielle est mise en œuvre, quelle est la politique, quelle est la longueur du mot de passe, à quelle fréquence elle doit être changée. Donc, toutes ces choses-là sont gérées à travers l'exigence 8. Par rapport à l'exigence 9, c'est tout ce qui est en rapport avec la sécurité physique aujourd'hui des données cartes. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a stocké les accès physiques on-premise? Est-ce qu'on a un prestataire de service qui les gère? Donc, par rapport à ces prestataires de services-là, comment la sécurité physique est-elle gérée? Est-ce qu'on a aujourd'hui comment dirais-je, des systèmes de vidéosurveillance qui nous permettent de monitorer la sécurité physique? Est-ce qu'on a aujourd'hui un registre visiteur qui permet de gérer à chaque fois quelle est la personne qui a eu accès à l'environnement des données de carte? Comment les médias qui sont censés stocker les données de carte sont-elles gérées? Est-ce que la suppression se fait-elle de manière adéquate? Donc, toutes ces choses-là sont aussi gérées par l'exigence 9. On a une autre exigence, à savoir l'exigence 10, qui va mettre l'accent sur la surveillance des accès. Donc, la plupart du temps, c'est ici où on parle de gestion des logs. Donc, quels sont les logs qui sont aujourd'hui générés? Est-ce que tous les composants euh, de système génèrent les logs? Comment sont gérés ces logs-là? À quelle fréquence ces logs-là sont conservés? Donc, toutes ces choses-là aussi, on les gère à travers l'exigence 10. À travers l'exigence 11, c'est là où on parle de tests de sécurité des systèmes et des réseaux. Là, on va voir aujourd'hui à quelle fréquence les scans de vulnérabilité sont effectués, les tests d'intrusion aujourd'hui. Est-ce qu'on a tout ce qui est en rapport avec les IDS, IPS? Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on a un film aujourd'hui qui permet de détecter un changement non autorisé et d'alerter le personnel? Donc, toutes ces choses-là aussi sont gérées à travers l'exigence 11. Et dernièrement, avec l'exigence 12, c'est là où on va faire tout ce qui est en rapport avec les politiques et les procédures. Est-ce qu'on a une politique de sécurité qui est adéquate? Est-ce que aujourd'hui, au sein de la structure, on parlait tantôt de l'aspect humain, est-ce que les recrutements même se font de manière conforme à la norme? Est-ce qu'on a le background check, la vérification des antécédents qui se font? Est-ce qu'on a une procédure de réponse aux incidents adéquate qui nous permet aujourd'hui de faire face à un incident de sécurité au niveau de notre
périmètre PCI DSS. Donc, toutes ces choses-là aussi sont gérées par l'exigence 12. Donc, de manière un peu ramassée, voici comment la norme est structurée et comment elle nous permet de pouvoir gérer la sécurité des données de carte de bout à bout. D'accord, bah, ouais. Je vois que c'est assez complet. Et, merci pour tous ces détails. Franchement, c'est très, très clair. Et peut-être une question que peut-être que j'aurais dû poser en amont, mais maintenant qu'on sait, bah, on a vu un peu les risques qui pèsent sur les données bancaires, on a vu un peu ce que c'était la norme PCI-DSS et son impact pour donc l'apport pour sécuriser ces données, les principales exigences. Comment savoir si une entreprise est éligible ou doit se conformer à PCI-DSS? Et peut-être aussi la question que je me pose, c'est une entreprise qui n'est peut-être pas soumise à PCI-DSS, est-ce qu'elle peut décider d'utiliser PCI-DSS? Parce que de ce que donc l'explication que je viens de donner, globalement, on voit que c'est très, très complet et Mhm. on peut sécuriser ou sinon arriver à un niveau de maturité assez conséquent avec ces exigences PCI-DSS. Oui, il faudrait savoir que pour les entreprises éligibles, donc pour la norme PCI DSS, on te dit que c'est toute entreprise qui soit stocke, soit traite, soit transmet des données, des informations de carte. Donc, si on fait l'une de ces activités-là, on est éligible aujourd'hui euh, à la conformité PCI DSS. Mais aussi, on peut être une entreprise qui ne fait pas le stockage, qui ne fait pas la transmission, qui ne fait pas le traitement, mais qui a aujourd'hui une activité qui nous permet d'impacter la sécurité des données de carte. Cette entreprise aussi est éligible à la conformité PCI DSS. Je prends l'exemple d'un service provider. Par exemple, moi, je suis un data center. Donc, j'ai un data center et il y a des gens qui font la conformité PCI DSS qui viennent stocker le serveur chez moi. Donc, si ces serveurs-là font partie du périmètre, moi, avec le data center que je gère, j'ai la possibilité d'impacter la sécurité physique aujourd'hui de ces serveurs-là. Vous voyez? Donc, même si je ne stocke pas de données cartes, je ne transmets, je ne traite pas. Donc, en ce moment-là, je serai éligible à la conformité PCI DSS du moment où, pour que mon client puisse être certifié PCI DSS, il faudrait que moi aussi je sois conforme par rapport aux exigences de la norme. Donc, voici à peu près les gens qui sont à peu près concernés par la norme. Soit tu stockes, tu traites ou tu transmets directement des données de carte, soit tu as la capacité d'impacter la sécurité de ces données de carte-là. Donc, une fois que tu fais ça, tu es forcément éligible à la conformité PCI DSS. L'autre question, c'est le fait de savoir est-ce que même si on n'est pas concerné, est-ce qu'on peut se baser sur le référentiel du PCI DSS pour avoir une posture sécurité adéquate? Oui, mais il faudrait savoir que par rapport à la conformité PCI DSS, l'accent il est mis sur les données de carte. Donc, toutes les exigences sont basées sur le fait d'assurer la sécurité des données de carte. Raison pour laquelle on ne va pas en faire encore un débat. Il y a une différence entre la conformité et la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la norme PCI DSS, on a un périmètre bien défini. Donc, si ce périmètre-là respecte les exigences de la norme PCI DSS, l'entreprise peut se voir délivrer les rapports qui attestent que c'est une entreprise qui respecte la conformité PCI DSS. Mais si on a un autre équipement qui ne fait pas partie du périmètre et qui n'est pas sécurisé, aujourd'hui, il n'y aura aucune incidence par rapport à cela. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle on peut se baser sur la conformité PCI DSS, peut-être pour avoir une posture sécurité beaucoup plus élevée, mais aussi le fait de prendre toujours en considération que la conformité PCI DSS est aujourd'hui une norme taillée pour assurer la sécurité des données cartes. Et aussi, elle se base sur les bonnes pratiques, donc comme vous avez pu le voir. Donc, peut-être le fait de prendre cela et ne pas juste limiter ça à l'environnement des données de carte. Peut-être si une entreprise fait ça, ça peut lui donner un niveau de sécurité beaucoup plus adéquat. Ouais, je confirme, on va pas effectivement faire le débat conformité et maturité. Et ouais, non, mais tu as totalement raison. Je vois aussi ces sujets en entreprise. Bah, merci pour toutes ces informations. On va peut-être passer à l'axe 2
sur la mise en œuvre pratique de ces exigences. Donc, tu as listé globalement les exigences PCI-DSS. Quelles sont aujourd'hui, pour une entreprise qui souhaite être conforme PCI-DSS, les principales étapes de mise en œuvre des exigences PCI-DSS? Oui, pour aujourd'hui mettre en œuvre la conformité PCI-DSS, il faudrait savoir que il faudrait, comme je l'ai dit, prendre en considération beaucoup de choses. Donc, il y a l'aspect aujourd'hui technologique, les technologies qu'il devra mettre en place. On a l'aspect, comment dirais-je, procédural, les politiques, les procédures qui devront être définies. On a l'aspect ressources humaines, donc les personnes qui devront être désignées, les tâches qui devront être dûment consignées et toutes ces choses-là. Donc, par rapport aujourd'hui à la mise en œuvre, donc il faudrait qu'on dispose peut-être d'une cartographie des flux qui permet de savoir c'est quoi le périmètre CDE, de pouvoir le définir de manière adéquate. Après, on a la mise en place des contrôles de sécurité, on a peut-être la formation du personnel qui sera effectuée, on a la documentation des procédures, la réalisation surtout de l'audit initial, parce qu'avec l'audit initial, c'est en ce moment où on va effectuer un gap analysis. Le gap analysis, c'est quoi? On va venir comparer l'état T de conformité de la structure et on va la comparer à l'état T plus 1 qui est exigé par la norme PCI-DSS. Donc, par rapport à ça, on va dire que donc, pour l'entreprise, ces exigences-là, l'exigence A est respectée, peut-être l'exigence B n'est pas respectée, et là, on va formuler des recommandations. Donc, par rapport à ces recommandations-là, il y aura une autre phase qui sera mise en œuvre, à savoir la phase de mise en conformité, où l'entreprise sera chargée de mettre en œuvre toutes les non-recommandations, les non-conformités qui ont été décelées. Donc, une fois qu'on fait ça, on va peut-être passer à l'audit à blanc pour voir est-ce que tout ce qui a été effectué aujourd'hui permet de respecter les exigences. Est-ce que des implémentations n'ont pas causé d'autres non-conformités parce que ce sont des choses qui arrivent. Une fois qu'on s'assure de tout cela, on va faire l'audit de certification proprement dit. C'est juste pour éviter les risques de rejet durant l'audit parce que ça revient toujours dans le même sens où je le disais. Il y a une différence entre assessment et audit. Donc, quand tu fais l'assessment, tu permets à la personne de pouvoir aujourd'hui définir c'est quoi mon état de conformité et surtout de l'aider à atteindre une conformité beaucoup plus optimale. Donc, par rapport à l'audit où tu viens, tu te bases sur un référentiel pour voir est-ce que c'est compliance ou pas. Et après, là, tu peux dire que peut-être comme ISO, tu peux venir dire que la personne, oui, elle a passé ou bien elle a fait. Donc, c'est à peu près ça la différence entre les deux types d'évaluation, si tu peux le dire ainsi. Donc, voici de manière très ramassée le processus qu'il faudrait à l'entreprise pour mettre en œuvre les exigences de la norme PCI-DSS. D'accord, ok. Bah, merci. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'audit, donc c'est l'axe 3, hein. Quelles sont, donc une fois que la mise en œuvre a été faite, Mhm. des exigences a été faites, bien implémentées, quelles sont les étapes clés, parce que je sais que tu fais beaucoup d'audits, quelles sont les Mhm. étapes clés d'un audit PCI DSS? Et quelles sont, on va dire, pour l'entreprise, donc pour une entreprise qui se fait auditer, qu'est-ce qu'elle doit savoir? Parce qu'on veut bien savoir quelles sont les principales attentes des auditeurs aussi. Oui, aujourd'hui, quand tu fais l'audit PCI-DSS, c'est beaucoup plus simple. Toi, en tant qu'auditeur, tu viens, tu t'attends à ce que la structure respecte les exigences de la norme. Après, on sait que par rapport aux activités, c'est pas toujours facile pour les structures de respecter l'exigence dès le début, raison pour laquelle ils vont faire appel à toi. Donc, toi, quand tu viens, tu vas essayer de venir et de voir aujourd'hui quelles sont les choses qui sont déjà mises en place. Donc, une fois que tu fais ça, tu leur donnes des recommandations, comme je l'avais dit, et après, eux, ils vont mettre en œuvre ces recommandations-là. Toi, tes attentes, c'est beaucoup plus sur l'aspect, sur d'autres types que l'aspect technique. Peut-être tu vas t'attendre à avoir une équipe qui est réactive, une équipe qui va aujourd'hui s'impliquer dans le processus parce que c'est un processus. Donc, une équipe qui va s'impliquer dans le processus, des gens qui seront vraiment réceptifs. Et la plupart du temps, donc, on a des problèmes parce que
toi, tu viens, on te présente en tant qu'auditeur. Donc, très vite, les gens ont une mauvaise image de toi. Ils vont se dire, attends, ce gars-là, il est venu pour me dire que je fais bien mon travail ou pas. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Donc, tu es obligé de... C'est beaucoup plus une gestion humaine que tu vas faire. Donc, en termes d'attente, tu essaies juste de faire le maximum pour que les gens puissent être, puissent avoir la même vision, que les gens puissent savoir que tu n'es pas là pour dire que s'ils font bien leur travail ou pas, mais que tu es là juste pour les aider à aller de l'avant. Donc, sur les attentes, c'est beaucoup plus ça que peut-être des attentes techniques sur le fait d'attendre que, voilà, qu'ils aient des procédures, qu'ils aient des solutions technologiques qui sont déjà mises en œuvre. Bon, de mon expérience personnelle, moi, c'est ça que j'attends le plus quand je vais faire les audits. D'accord. D'accord. Et une fois que les audits sont réalisés, bien évidemment, il y a un rapport d'audit et tout. Et comment est-ce que l'entreprise peut intégrer ces retours d'audit pour améliorer son processus de sécurité interne de manière continue? Et c'est quoi la Oui, fréquence aussi des audits aussi? bon, pour les audits, en fait, la fréquence, elle est annuelle. Donc, que ça soit pour les clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent de ça. Ils se disent, oui, pourquoi on est obligé de refaire les audits chaque année? Mais il faudrait savoir que c'est la même chose pour les clients que pour les auditeurs QSC et pour les entreprises QSC. Donc, nous, en tant qu'entité QSC, on est soumis à des audits aujourd'hui chaque année. Donc, on doit en fait, c'est comme si on doit refaire la qualification chaque année. On doit repasser les examens pour le personnel. Pour l'entreprise, on doit refaire un audit pour voir est-ce qu'on est toujours apte à fournir des audits de sécurité et de conformité PCI DSS. On doit encore payer chaque année pour les licences. Donc, la fréquence de la norme, elle est annuelle. Donc, à chaque fois que tu fais aujourd'hui une évaluation PCI DSS, cette évaluation-là est valable pour une année. Donc après, on a différents types de livrables qui sont fournis. On a les ROC qu'on appelle les Report of Compliance. On a les SAQ, les Self-Assessment Questionnaires. Donc tout dépend du niveau de validation de la structure qui est censée être auditée. Et c'est juste après ça qu'on va fournir les livrables. Donc, mais pour les, comment dirais-je, pour la fréquence, elle est annuelle. Elle est annuelle. Et par rapport aujourd'hui euh, au retour, comme tu le disais tantôt. Donc, par rapport au retour, il faudrait savoir que, comme je l'ai expliqué tantôt, la conformité PCDSS, c'est un processus continu. Donc, on prend les retours qu'on a eus par rapport aux audits, les incidents de sécurité auxquels on a fait face durant l'année pour pouvoir aujourd'hui améliorer notre posture de sécurité, peut-être améliorer notre politique, améliorer notre procédure de gestion des changements, peut-être améliorer la gestion documentaire qui a été faite, peut-être améliorer aussi des contrôles qui sont déjà efficaces, mais qu'on peut augmenter le niveau de maturité jusqu'à ce qu'elles soient efficientes. Donc, voici à peu près les différents avantages qu'on va tirer par rapport aux retours qui se font après les audits. D'accord. Est-ce que l'entreprise peut imaginer peut-être, est-ce que tu as des indicateurs qui te viennent en tête qui sont essentiels pour garantir un respect continu de la norme PCI-DSS? Est-ce qu'il y a des indicateurs clés qu'il faut surveiller? Oui, peut-être, je dirais, les, le temps de résolution, peut-être qu'on a par rapport aux nouvelles vulnérabilités qui sont décelées, ça aussi, c'est une chose qui est très importante. On a les taux de conformité qui nous sont remontés durant les scans de vulnérabilité et les tests d'intrusion aussi. Et surtout, la conformité des politiques et des procédures internes. Aussi, on peut avoir des PKI qui sont propres à la formation, le nombre d'employés formés et aussi par rapport au quiz qu'on a, est-ce que les gens ont bien compris notre objectif par rapport à la formation. Donc ça, ce sont des PKI qui sont très importants. Mais si on parle de normes, les PKI les plus importants sont beaucoup plus donnés par les scans et les tests d'intrusion. Donc, pour savoir est-ce qu'on a un niveau de maturité, un niveau de sécurité adéquat au niveau de notre environnement PCI DSS. D'accord. Ok. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de sanctions. Peut-être pour terminer là-dessus sur la partie audit et maintien.
quelles sont les pénalités et les sanctions en cas de non-conformité détectée lors d'un audit PCI DSS? Bon, là vient peut-être le sens de ce que je disais tantôt. Il y a une différence entre PCI DSS Assessment et PCI DSS Audit. Aujourd'hui, nous, on fait de l'assessment. Ouais, donc on vient et on essaie de voir est-ce que la personne aujourd'hui respecte les exigences de la norme PCI DSS. Donc, une fois que cette personne ne respecte pas ces exigences-là, on fournit des recommandations pour leur dire que essayez de respecter cette exigence en mettant en place tel ou tel contrôle. Vous voyez? Donc, c'est un peu différent des audits qui se font. Les audits, ils se font après qu'on a une divulgation des données de carte. Donc, si on a une divulgation des données de carte, là, en ce moment-là, on fait ce qu'on appelle de l'audit et c'est le rôle des PFI, donc qu'on appelle des PCI Forensics Investigators. Donc, ce sont ces gens-là qui vont venir en ce moment-là faire des enquêtes forensiques, des audits pour situer la cause. Donc, une fois qu'on situe la cause, peut-être il y aura des pénalités qui vont être imputées, peut-être à l'entreprise et peut-être aussi à l'entité QSA qui les a accompagnés et qui atteste que aujourd'hui cette entreprise respecte les exigences de la norme PCI DSS. Donc, les pénalités peuvent être aujourd'hui différentes. Ça peut inclure des amendes financières qui peuvent aller jusqu'à 10 000, 100 000 euros situés au niveau de Visa. On a aujourd'hui le fait d'augmenter les frais de traitement des transactions. Visa te facture beaucoup plus pour pouvoir euh, traiter tes transactions. On a la suspension de l'autorisation de traitement des paiements. Donc, ils peuvent même jusqu'à aller te retirer le droit de pouvoir traiter des données de carte, que ce soit Visa ou Mastercard. Et pour les entités QSE, le, le risque, ça peut aller jusqu'à aujourd'hui le fait qu'on vous retire votre accréditation. Donc, voici les pénalités qui sont beaucoup plus, qui sont les plus sévères, je peux dire, en cas d'audit de non-conformité qui a été décelé. Et D'accord. comme je te l'expliquais tantôt, il y a une différence entre l'assessment et l'audit. Donc, nous, c'est pas notre rôle d'effectuer des audits pour dire que sur cet aspect-là, il y a une non-conformité durant l'audit. Donc, nous, on vous aide à aujourd'hui avoir une posture de sécurité adéquate. Mais si on a une attaque qui va toucher les données cartes et que les données cartes soient impactées, c'est en ce moment-là que l'audit va être déclenché. D'accord. Bah, merci, merci pour ces précisions. Je crois que c'est très clair. C'est très clair même pour moi maintenant. Je veux peut-être qu'on termine par l'acte 4 avant de prendre les questions des auditeurs. Donc, je rappelle, c'est 30 minutes de session. Donc là, je vois on a fait 33 minutes. Avec ta permission, Mohamed, je veux bien peut-être si tu permets en tout cas 5 minutes encore de Il plus n'y a pas de pour souci. Il y déjà a pas de poser mes deux dernières questions et prendre les retours, les questions des auditeurs. Il n'y a pas de souci. Merci. Déjà, je veux bien qu'on parle un peu de tes activités. Effectivement, je vois que tu es CEO, CEO de Bison. Merci. Bravo encore, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais bravo encore. Quels sont à ce jour les principaux objectifs et services de Bison? Et l'autre question, c'est est-ce que aujourd'hui, vous êtes ouvert à des partenariats stratégiques? Si oui, sur quel type d'activité? Parce que l'objectif de Cybercafé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi créer une communauté, créer des axes de réflexion et puis pouvoir créer des partenariats. Voilà. Oui, effectivement. Aujourd'hui, Bison, il faudrait savoir que c'est une structure qui est purement spécialisée en cybersécurité. Donc, et c'est une structure qui a pour objectif de garantir la sécurité des données de ses clients et aussi de les accompagner dans la mise en conformité avec des normes de sécurité, donc notamment le PCI DSS, où on est une entreprise qui est accréditée QSA. Mais on ne fait pas juste que le PCI DSS, on fait du SWIFT et aussi on fait des audits sur l'ISO 27001. Aussi, il faudrait savoir qu'on a quatre types d'activités qu'on fait. On fait le conseil, on fait les tests d'intrusion et les scans de vulnérabilité. On fait les audits de conformité aussi, comme je le disais tantôt, tels que SWIFT, PCI DSS et ISO. Mais aussi, on fait de la formation parce qu'on aide aujourd'hui les, le personnel ou bien des gens qui veulent se former sur les certifications, donc que ça soit, mais c'est purement orienté cybersécurité
on fait aussi de la formation sur ces certifications certifiantes-là. Donc, aujourd'hui, par rapport aux collaborations, on est des gens qui ne ferment jamais la porte. Donc, on est prêt à collaborer avec des gens, surtout qui respectent notre philosophie et qui ont la même vision que nous. Donc, on n'a aucun souci à travailler avec ces gens-là. Et sur les segments, peut-être que ce sera juste une discussion où on va voir quelles sont les potentielles collaborations qu'on peut avoir et sur quel segment. Et là, on va voir si la personne épouse notre philosophie, on a les mêmes visions et là, en ce moment, on n'aura aucun problème à travailler avec lui. Donc, juste pour dire que si vous êtes intéressé par les collaborations et tout, il faudrait juste nous faire un mail. Je vais laisser l'adresse mail, c'est contact@bison.sn. Donc, et là, en ce moment-là, on pourra vous revenir par rapport à la demande qui a été faite. Bah, merci à toi. N'hésitez pas à le contacter effectivement pour des partenariats, pour des prestations. Et je vais donc dans ce cas prendre les questions ou l'intervention du docteur Hyacinthe, donc qui est lui-même passé en tant que speaker il y a quelques semaines pour parler d'IA et de sécurité des données personnelles. Bonjour docteur, est-ce que tu nous entends? Ben, bonjour Amadou, bonjour à tous. Merci donc à Lamine pour cette belle présentation et puis cette belle interaction au plus pour l'accomplissement. La question c'est, enfin même si j'ai une petite idée, qu'est-ce qui justifie que dans la plupart ou en tout cas dans l'espace africain et de façon globale, le constat est que plusieurs institutions bancaires en fait mettent tout en œuvre pour être conforme à la norme PCI DSS, mais quand on parle de protection des données à caractère personnel, on va dire, elles traînent les pas. Je vais dire, de votre fenêtre, qu'est-ce qui pourrait justifier ce constat-là, globalement? Ok, merci docteur. Par rapport aujourd'hui à la conformité PCI DSS, il faudrait savoir que au niveau de la sous-région, depuis peu, c'est devenu une exigence. Donc aujourd'hui, pour pouvoir effectuer leur business, les banques et les institutions financières sont tenues aujourd'hui de respecter la conformité PCI DSS. Donc si elles ne font pas ça, peut-être elles ne se verront pas délivrer d'agrément ou peut-être des API dont elles ont besoin pour pouvoir effectuer leur cœur de métier, à savoir les transactions. Donc ça, c'est un fait très important qui a poussé aujourd'hui les structures à, à tout mettre en œuvre pour respecter la conformité PCI DSS. Par contre, quand il s'agit des données personnelles, peut-être la régulation, elle n'est pas encore assez forte ou bien les pénalités financières sont assez conséquentes pour imposer aujourd'hui les structures à se conformer par rapport à la régulation des données personnelles. Mais aujourd'hui, il faudrait savoir que sur le PCI, on était exactement sur le même constat. On avait des structures qui n'en avaient carrément rien à cirer de la conformité, mais il a fallu que ça soit une exigence qui est imposée par la Banque centrale, donc qui a impulsé cela pour qu'on voit que les structures aujourd'hui commencent à tout mettre en œuvre. Parce qu'il y a aussi des pénalités financières qui sont appliquées à toutes les structures qui ne respectent pas la conformité PCI DSS. Donc moi, de mon point de vue, ça peut être l'un des aspects qui a fait qu'aujourd'hui, on voit que les entités veulent respecter la conformité PCI DSS, mais quand il s'agit des données personnelles, ils sont un peu plus légers. Merci Lamine. D'accord, merci pour cette réponse. On va prendre la question, l'intervention de monsieur Yves Emou. Yam, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Je me présente, Monsieur Yves Emouyam, consultant en cybersécurité. Oui, ma question était principalement sur l'intégration de la sécurité des données de carte dans les activités courantes. Comment est-ce que l'on peut accompagner une entreprise, voilà, à intégrer la sécurité, c'est-à-dire la conformité PCI DSS dans ses activités courantes? Donc, c'est un peu cette question-là que j'aimerais qu'on aborde. Merci bien. Merci Yves. Si tu peux être un peu plus explicite parce que j'ai pas trop compris le sens de la question, s'il te plaît.
Est-ce que... Ok, aujourd'hui, nous avons une entreprise, par exemple, voilà, qui vient de recevoir cette obligation de la Banque centrale de se conformer à la norme PCI DSS. Nous avons fait un audit, voilà, de découverte qui nous permet de voir l'état du système. Maintenant, par la suite, certainement, il y a des actions qu'il faudrait implémenter. Nous allons les donner en action. Oui, mais par la suite, je pense que la norme PCDSS nous recommande certaines activités récurrentes. Comment est-ce que ces activités, voilà, comment est-ce que nous, en tant que QSA, par exemple, on pourrait accompagner ces entreprises à intégrer, par exemple, ces activités récurrentes recommandées par la norme PCDSS comme intégrant, faisant partie de leurs activités quotidiennes? Ah, ok. Donc, merci. C'est une question qui est vraiment très pertinente parce que ça fait partie des constats qu'on a quand on fait les audits. Tu te rends compte que quand tu fais un audit PCI DSS, la personne, elle peut tout mettre en œuvre aujourd'hui pour respecter la conformité. Mais si tu attends l'année prochaine pour faire l'audit de recertification, tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui étaient récurrentes et qui n'ont pas été respectées. Ce qui veut juste dire que la structure aujourd'hui met en œuvre ces exigences-là juste pour passer l'audit de certification. Donc, par rapport à ça, il y a énormément de sensibilisation que tu dois faire et il y a un suivi. Il y a un suivi surtout qui doit être fait par rapport au client. Donc, aujourd'hui, tu peux pas juste dire à la personne, oui, tu es certifié et maintenant c'est bon, je vais attendre l'année prochaine pour revenir. Et dans ce cas-là, tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui étaient récurrentes et qui n'ont pas été respectées. Et ça aussi, c'est peut-être le fait que la norme est beaucoup plus tolérante quand il s'agit de la première certification que de la recertification. Donc, j'ai tendance à le dire, il est beaucoup plus difficile de maintenir sa certification que d'obtenir sa certification. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut se certifier et que ça soit une certification initiale, donc là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités qui sont récurrentes et que tu fais une seule fois pour la certification initiale. Mais une fois que tu as obtenu la certification, il faudrait que ces actions récurrentes-là puissent être effectuées selon la périodicité qui est définie par la norme. Donc, pour y arriver, c'est beaucoup de sensibilisation par rapport aujourd'hui à l'équipe projet, les gens qui sont censés aujourd'hui gérer la conformité. Il faudrait qu'eux aussi, ils soient au courant des activités qui sont récurrentes. Et surtout, avoir un suivi régulier, peut-être programmer des séances avec les équipes projet tous les 3 mois, peut-être tous les 6 mois, pour essayer de voir où est-ce qu'ils en sont réellement à travers la conformité et que si on a des écarts, les corriger de la manière la plus rapide possible. Donc, je pense que moi, c'est la stratégie que j'utilise actuellement avec mes clients et c'est une stratégie qui marche. D'accord. Merci, merci. J'espère que M. Mohamed a répondu à la question de M. Yves. On va prendre la dernière intervention, la question de Fatoumata Kamara. Madame Fatoumata Kamara, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Super. Bonjour Amadou, bonjour Mohamed, bonjour à tout le monde. Je suis Kamara Fatoumata, consultante cybersécurité aussi de la norme PCI DSS. J'ai juste une petite question pour Mohamed concernant l'analyse des risques ciblés qui est une nouveauté dans la version V4. Maintenant, comment est-ce que vous procédez quand vous voulez faire une évaluation d'analyse des risques ciblés selon pour vos clients en fait? Je veux juste savoir votre approche est la plus simple et facile. Oui, merci beaucoup Fatoumata. Concernant aujourd'hui l'analyse des risques ciblés, en fait, il faudrait, comme tu l'as si bien dit, hein, savoir que c'est une exigence, une toute nouvelle exigence. Donc, c'est une nouvelle exigence qui a vu le jour avec la version 4.0.1. Donc, par rapport à cette analyse de risque ciblé-là, au début, on nous disait que pour la conformité PCI-DSS, c'était une analyse de risque qui était aujourd'hui demandée, mais cette analyse de risque-là était une analyse de risque qu'on peut qualifier de globale. Donc, c'était l'analyse des risques qui vont toucher l'ensemble des risques qui peuvent peser sur les données de carte. Maintenant, quand on parle d'analyse de risque ciblée, c'est une analyse qui est effectuée sur une exigence bien définie. Donc, par rapport à cette exigence-là, donc on a deux types. Il y a deux cas où on te demande d'effectuer l'analyse des risques ciblés.
La première, c'est que quand tu utilises l'approche personnalisée, peut-être ça, on n'en a pas parlé au niveau de ce meeting-là, parce que par rapport à la nouvelle version de la norme PCI DSS, on a deux types d'approches qui sont définies, qui sont mises en œuvre. On a l'approche définie et l'approche personnalisée. Donc, l'approche personnalisée, puisqu'elle se base aujourd'hui sur l'atteinte de l'objectif de l'exigence, donc c'est une analyse des risques qui doit être effectuée pour dire que cette exigence-là, aujourd'hui, a été bien définie. Donc, voici les risques qui ont pesé. Voici, moi, le contrôle que j'ai mis en place et que ce contrôle-là permet aujourd'hui de répondre à l'exigence. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle on te demande d'effectuer une analyse des risques ciblés quand tu utilises l'approche personnalisée. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, actuellement, la norme, elle est, je peux dire, beaucoup plus flexible parce qu'elle te donne aujourd'hui la latitude de définir la périodicité d'une activité qui doit être faite. Donc, peut-être il y a des exigences où on te dit d'effectuer cette exigence-là sur une périodicité bien définie. Et par rapport à cette périodicité-là, tu vas pas te lever, tu dis oui, moi je vais le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois. Non, non, non. Il y a une justification qui doit être faite. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que tu puisses effectuer une analyse des risques ciblés par rapport à ça. Par rapport aujourd'hui à la fréquence, moi, je suis une structure qui aujourd'hui, le risque qui pèse sur cette activité-là n'est pas très grand, donc je peux me permettre de le faire tous les 9 mois. Cette activité-là, je peux pas me permettre d'effectuer cette fréquence-là sur une période de 3 mois parce que c'est quelque chose qui est très sensible pour moi, donc je vais les faire tous les 2 mois. Donc, en ce moment-là, tu vas utiliser l'approche l'analyse des risques ciblés. Donc, par rapport à l'analyse des risques ciblés, il faudrait savoir qu'on a un template qui a été bien défini par la norme qui nous dit voici comment effectuer cette analyse des risques ciblés-là. Je ne sais pas si tu as eu accès aujourd'hui à ce template-là, mais c'est quelque chose qui est très simple. Hein. Ça suit peut-être le principe de base d'une analyse de risque. Il faudrait que tu puisses identifier aujourd'hui les menaces, que tu puisses dire le niveau de criticité du risque. Après, tu proposes c'est quoi la solution que tu vas implémenter aujourd'hui pour pouvoir atténuer ou bien gérer ces risques jusqu'à ce que tu aies un risque qui est acceptable. Et au finish, tu vas documenter. Donc, voici aujourd'hui les différentes étapes que tu dois utiliser pour effectuer une analyse des risques ciblés qui est basée sur les exigences. Juste une dernière question. Côté de échelle, c'est l'entreprise qui définit ou bien c'est le QSE? Côté Échelle. Quand on veut faire l'échelle au niveau du risque. Oui, en fait, c'est pas le QSA qui va venir dire voici le niveau de risque. En fait, je peux dire que c'est une discussion qui va être tenue parce qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'entité, toi, en tant que QSA, peut-être que que tu as la possibilité de savoir le risque qui va peser sur les données de carte, mais peut-être l'entreprise, elle a beaucoup plus d'informations par rapport au métier, au business. Donc, c'est juste un travail conjoint. Tu vas aujourd'hui, l'entreprise va définir le risque et toi, tu vas venir voir est-ce que, voilà, il n'y a pas des choses qu'ils ont oubliées, toutes ces choses-là. Toi, tu seras chargé de valider aujourd'hui cette analyse des risques ciblés-là. Toi, en tant que QSS, c'est même pas à toi de venir faire l'analyse des risques ciblés, mais l'entité va faire les analyses des risques ciblés et toi, en tant que QSA, tu vas venir voir est-ce que ça, c'est adéquat, est-ce que c'est logique. C'est comme quand tu fais les tests d'intrusion. Donc, tu fais les tests d'intrusion, tu peux trouver des vulnérabilités. Tu leur présentes les vulnérabilités et peut-être l'entreprise va te dire pour ça, moi j'ai besoin d'1 mois. Mais toi, en tant qu'auditeur, tu sais que ça ne peut pas attendre 1 mois, donc c'est pas logique. Et que l'implémentation de surcroît peut ne pas être compliquée. Donc là, tu leur dis, attention, vous avez dit que vous allez faire ça sur 1 mois, mais moi je suggère qu'on ramène ça à peut-être 1 semaine, à 2 semaines. Tu vois, donc c'est le même principe par rapport aujourd'hui à l'analyse des risques ciblés. Donc, l'entité fait sa propre analyse des risques ciblés et toi, en tant que QSA, peut-être tu peux venir donner ton avis par rapport aujourd'hui au fait que c'est une chose qui est adéquate ou pas. Bah, merci, merci Mohamed pour toutes ces réponses. Hein. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci encore à tous ces auditeurs et merci pour cette 62e session. Donc, je rappelle, hein, tous les samedis,
On échange avec un speaker pendant 30 minutes. Je vois qu'il y a M. Serine qui arrive là, mais malheureusement, on ne pourra pas prendre la question parce qu'on a dépassé un tout petit peu le temps. On vous donne rendez-vous samedi prochain. N'hésitez pas à contacter Mohamed sur ses réseaux, hein, LinkedIn, Oui, et à vous connecter à lui, posez-lui toutes les questions. Il est très ouvert en tout cas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Rendez-vous samedi prochain avec Lydie pour parler du métier du ciseau. On verra l'impact du ciseau sur la stratégie d'entreprise, comment la sécurité devient un levier de croissance. Donc tous les samedis, on est là. Vous allez retrouver encore Mohamed, en tout cas avec plaisir dans d'autres sessions avec nous. La session est enregistrée comme les autres sessions. Toutes les sessions qu'on a eues jusqu'à présent est disponible sur notre média YouTube. Vous avez juste à saisir Cybercafé et le nom du speaker ou le thème, vous allez retrouver la session directement. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, Mohamed, avant de. oui, juste remercier Amadou pour l'invitation et surtout remercier l'ensemble des gens qui ont participé à ce point-là. Les questions étaient vraiment pertinentes et je tenais à vous remercier personnellement et surtout je suis disponible, comme l'a dit Amadou. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn et comme ça après on va échanger plus amplement. Dans tous les cas, comme je le dis tous les samedis, hein, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez intervenir sur un thème spécifique. On parle de tout, on parle de cloud, on parle de recrutement dans le métier de l'IT. Voilà, on parle de vraiment tout ce qui est autour du numérique. N'hésitez pas à nous proposer des speakers aussi si vous connaissez des personnes qui peuvent intervenir. Et avec plaisir, on échangera autour de ces thèmes-là les prochains samedis. Merci encore à toutes et à tous. Rendez-vous samedi prochain. Portez-vous bien et excellent week-end. Allez, merci à tous. Merci. Au revoir.